internautes, bonjour et bienvenue sur votre émission Prime Politique. Sur cette émission, nous faisons le tour d'horizon de l'actualité sociopolitique du pays. Et à chaque numéro, nous recevons un acteur politique pour vous. Et aujourd'hui, je reçois Dr Bertin Corvier, un acteur politique qu'on ne présente plus sur cette émission, président du mouvement La Dynamique Talent Continue avec Wadaï. Bonjour à vous. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. D'accord. Alors, l'actualité au Bénin est marquée par l'installation de la 10e législature le 8 février dernier. Vous avez suivi avec nous, docteur, cette actualité. Alors, selon vous, quels sont les principaux défis qui attendent cette 10e législature? Alors, cette 10e législature fera dans la continuité. Il n'y a pas un défi majeur ou bien particulier. Et tout ce que cette législature a fait, c'est de marcher dans les pas de Vlavonou. La continuité. La continuité. Oui, dans les réformes, il n'y a rien qui va changer. Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait un défi. Le défi aurait peut-être existé, mais si l'opposition avait gagné, bon, on pouvait dire, voilà, mais il n'y a rien qui change. Donc, ce sera la continuité. Vous êtes d'accord avec moi que le rôle d'un député, c'est de voter des lois et de contrôler également l'action du gouvernement. Avec cette 10e législature, est-ce que vous pensez que l'aspect contrôle de l'action gouvernementale sera réellement effectif? Ah ben, j'en sais rien. On verra bien. Est-ce que ceux de la 9e ne contrôlaient-ils pas l'action gouvernementale? Je vous ai dit, ils feront exactement comme ce qu'on avait. Donc, il n'y a rien qui va. Mais l'architecture de la 9e législature n'est pas pareille à la 10e, par exemple. Oh, la 9e, en réalité, LD était là juste du vernis. À part les lois constitutionnelles, LD ne pouvait rien changer. C'était du vernis LD. Donc, à part la possibilité de modifier la Constitution, qui n'était pas possible sans les LD, et je les remercie d'ailleurs d'avoir voté la modification qui nous a permis d'installer le Sénat. À part ça, il n'y a rien de changé. Donc, il n'y a rien de nouveau. D'accord. Pour vous, il n'y a pas de défi particulier. Bon, il y a pas de... Le défi, c'est de ne pas vouloir marcher dans les pas de Vlavonou. S'ils veulent forcément innover là où il n'y a pas besoin, ça peut nous créer des difficultés. Mais je ne les vois pas. Joseph Fofifa Medjogbenou, il connaît le pays. UPR était au Parlement déjà. Ce sont pratiquement les mêmes qui sont revenus. Les BR étaient déjà au Parlement, ce sont les mêmes qui sont revenus. Rien ne changera. Alors justement, parlons de Joseph Djogbenou qui est élu président de l'Assemblée nationale de la 10e législature. Avec ce profil-là, comment est-ce que vous voyez ce type de parlement, la 10e législature? Je vais vous répéter encore. Contrairement à ce qu'on croit, le président du Parlement n'est pas aussi puissant que ce qu'on croit. Ce sont les parlementaires, les députés eux-mêmes. Sinon, il y a le règlement intérieur qui reste le même. Les députés vont continuer à faire leur travail. Et voilà. Par contre, il faut quand même dire que le profil de Joseph Djogbenou lui permet de comprendre, je ne veux pas insulter Vlavonou, mais un juriste au Parlement comprendra mieux certains aspects qu'un douanier, fût-il bien qualifié ou pas. Donc, on verra ce que ça va donner. Je ne veux pas aller dans une tasse de café pour le moment. Alors, cette législature s'installe dans un contexte de réforme politique majeure. L'Assemblée nationale évoluera désormais aux côtés d'une chambre haute qu'est le Sénat. Peut-on réellement s'attendre, selon vous, à une pluralité d'opinions? Bon, je ne crois pas que notre Sénat soit une chambre haute. Parce que quand on dit une chambre haute, c'est un Sénat classique, ça. Mais ce que nous avons, c'est une innovation béninoise. Je vous ai toujours dit sur ce même plateau, ici. Quelle est la différence? Nous avons, au fait, une chambre des sages. Ok. Parce que le Sénat classique, en principe, légifère surtout. Quand la loi quitte la chambre basse, ça va à la chambre haute. Mais ce n'est pas le cas ici. Donc, c'est un particularisme que nous avons innové, que nous présentons au monde. Donc, il n'y a pas de chambre bicamérale. Je ne crois pas qu'on puisse l'appeler comme ça. Ce sera du barbarisme. Oui, mais
il y aura forcément d'entente. L'entente sera là tout simplement parce que c'est la même mouvance qui est au Parlement, où la mouvance a les 109 députés sur 109, et au niveau du Sénat, ce sont des sages au fait. Donc leur rôle n'est pas de s'opposer à ce que propose le Parlement ou bien ce que propose le président. Ils sont là pour réguler les crises au fait. Je ne crois pas qu'on puisse avoir vraiment de crise qui oppose les deux chambres, si tant est qu'on peut appeler notre Sénat une chambre. D'accord. Est-ce que les intérêts de la population seront pris en compte? Ah, j'en sais rien. J'en sais rien tout simplement parce que est-ce que les populations elles-mêmes veulent que leurs intérêts soient pris en compte? Ah bon? Non. Quand une population à 65% reste à la maison, ne sort pas s'exprimer, mais elle n'est pas concernée, elle ne peut pas se plaindre demain de quoi que ce soit. C'est ce que vous êtes en train de dire par là. C'est vrai qu'on va y revenir. Mais le taux d'abstention est ce qui me préoccupe. Une population qui veut qu'on se préoccupe de son sort s'exprime. Ben, vous restez chez vous et après vous voulez qu'on s'occupe de votre sort. Mais ceux qui sont sortis ont voté pour ceux qu'ils ont choisis. Qui vous dit que ceux qu'ils ont choisis là vont faire ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas sorti, vous peut-être celui qui vous plaît, lui soit élu. Les députés vont faire le travail de l'État, ça je suis certain. Mais maintenant, l'intérêt du peuple, j'en sais rien. Parce que le peuple n'a pas montré un intérêt à la politique et au choix de ceux qui doivent aller le représenter. Ceci étant dit, ceux qui sont là sont légaux et légitimes. Ce sont ceux qui sont sortis, qui les ont envoyés au Parlement. Bon, ils feront ce qu'ils peuvent faire. Restons toujours avec la 10e législature pour parler de la constitution des groupes parlementaires et des commissions permanentes. Akhenaton et Hassan Seyibou prennent respectivement la tête des groupes parlementaires UPR et BR, tandis qu'Orden Aladati et Gérard Benonchi conservent la présidence des commissions des lois et des finances. Est-ce une surprise pour vous? Ben, enfin, vous auriez dû dire Akhenaton a conservé aussi. Et c'est de la continuité. Bien sûr. Bon, alors, donc, quand vous dites Akhenaton et l'autre, et Hassan Seyibou, après vous dites que les autres ont conservé, ils ont tous conservé leur poste. C'est le contraire qui m'aurait étonné. Ah bon? Ben oui. Mais écoutez, nous sommes majoritaires, même maintenant à 100%, BR et UPR. Ben, nous sommes votés dans le fauteuil. Pourquoi vous voulez qu'on change une équipe qui gagne? Bon, il y a d'autres qui sont aussi dans la même équipe, qui peuvent aussi faire le travail. Oui, bon, ils peuvent faire le travail, mais au fait, on ne change pas une équipe qui gagne. La victoire de la mouvance présidentielle qui a balayé ce parti qui se disait parti du peuple, qui n'a pu convaincre à sortir et voter pour lui que 6 Béninois sur 100 inscrits, je parle de LD, ben, ça laisse... Ça justifie qu'on garde les mêmes. On aurait même pu garder Vlavonois à la tête du Parlement, que cela ne m'aurait pas gêné. C'est votre souhait? Je n'ai pas de souhait. Je vous dis juste que rien, il n'y a aucune raison de changer d'équipe. D'accord. Alors, par une autre vocale devenue virale sur les réseaux sociaux, on vous a écouté critiquer la faible participation des électeurs lors des dernières élections législatives et communales. Considérez-vous cet engouement limité comme un échec pour l'ensemble de la classe politique dans son ensemble? Donc c'est un échec, et c'est de ça que je parlais toujours. C'est un échec même pour notre peuple. La classe politique ne sort pas ex nihilo. Les hommes politiques sortent du peuple. Nous devenons un peuple, je dirais à la limite, irresponsable. Nous ne nous intéressons plus à la vie de la communauté. Et après, nous sommes sur TikTok à critiquer, sur les réseaux sociaux et autres, à gémir. Un peuple a le devoir de s'exprimer. Le peuple béninois veut rester couché et que d'autres fassent le travail pour lui. C'est pas bien. Si vous pouvez imaginer, dans un pays où le président Patrice Talon, on peut ne pas l'aimer, mais on reconnaîtra qu'il a fait beaucoup, mais que les gens ne s'intéressent pas
à s'exprimer. C'est inquiétant. À la limite, ça nous ridiculise. Nous tous, classe politique et population. C'est à qui la faute selon vous? J'en sais rien. Nous avons un peuple qui ne s'intéresse plus à la chose publique. Mais la faute est due à nos lois qui ne rendent pas criminels ou bien qui n'obligent pas le citoyen à aller voter. Si ne pas voter était frappé d'une sanction, je crois que chacun irait voter. C'est parce qu'on se dit c'est la liberté totale. Tu veux voter, tu ne veux pas voter, libre à toi. D'autres vont voter à ta place. Donc, c'est notre système démocratique qui a cette faiblesse-là. Aussi, c'est depuis 1990 que notre système politique n'éduque plus le peuple. Il n'y a plus d'éducation de masse comme nous on l'a connu au temps de la Révolution. On n'éduque plus le Béninois à aimer le Bénin. À un moment donné, nos enfants risquent de vendre le pays et aller devenir étrangers ailleurs. Parce que le pays ne leur dit plus rien. Ils ne comprennent pas que le devoir civique montre le patriotisme. Mais est-ce que là, vous ne pensez pas que ce n'est pas forcément lié aux lois, mais ça peut être le contenu des projets vendus auprès des populations, par exemple? Je n'ai pas dit de forcément voter pour le contenu, mais on peut voter contre. Vous ne trouvez pas? D'accord, vous parlez de la participation. Oui, il faut participer. Le choix qu'on fait, ça c'est un autre débat. Mais il faut participer. Mais il peut voter. Mais il y a des bulletins nuls, non? Ah ben oui. Mais rester chez soi et attendre que les autres fassent le boulot pour soi. Et après venir se plaindre, je dis mais non. Bon, c'est vrai que le Bénin a connu un taux de participation de 36%. Vous avez critiqué ce taux en tant que membre d'un parti politique de la mouvance. Est-ce que vous n'étiez pas gêné de parler ici? Est-ce que parce que je suis membre d'un parti politique, je ne peux pas tirer sur la sonnette d'alarme? Ce sont plutôt même les présidents des partis qui devraient s'inquiéter. Diantre, qu'est-ce qui fait que notre peuple ne trouve pas le besoin d'aller s'exprimer? Mais appartenir à une mouvance, qu'est-ce que vous comprenez par cela? Vous croyez que parce qu'on appartient à une mouvance, c'est fini, il faut laisser. Même quand la maison prend feu, on dit non, que c'est bon. Mais non. Et puis, moi, je suis un intellectuel qui réfléchit. Et c'est même mon rôle, en ma qualité d'homme politique, que j'ai le devoir de nous inviter, nous tous, à savoir que c'est dangereux ce qui se passe. Je n'ai pas dit autre chose. Mais avec les réseaux sociaux que vous exploitez souvent, mais les réseaux sociaux, écoutez-moi, le message passe? Mais si le message n'est pas passé, je vous informe que je suis désormais ex-membre du Bloc républicain, oui. Sinon membre suspendu. Mais c'est parce que le message est passé. Et au lieu de se préoccuper du message et de trouver des solutions, bon, bref, je ne veux pas aller dans certains détails. Ce n'est pas important pour moi. Mais je veux vous dire juste que s'il fallait reprendre cela, je le ferai encore. Parce que ce n'est pas resté entre quatre murs. Entre quatre murs, j'ai tout le temps parlé à ceux qui peuvent écouter. Ça a changé quoi? Nous sommes tous responsables. Partis politiques, citoyens, gouvernants, opposition comme mouvance. Je vous ai dit sur le BR, il y a eu 14 votants sur 100 inscrits qui sont sortis. Sur UPR, il y a eu 15 votants sur 100 qui sont inscrits. Vous parlez de quelle commune ou bien vous parlez... Je dis sur le plan national. Écoutez très bien. On a dit 36%, non? Oui. Mais quand on dit 36%, 36,73%, quand vous avez fait 36,64% de 36,73%, ça vous fait 14%. Sinon, ça vous fait 13,92%, ce qui fait 14%. Je ne voudrais pas qu'on fasse les mathématiques électorales ici, mais je veux juste vous dire, pour LD, par exemple, qui claironne partout, le parti du peuple, ils n'ont eu que 5,95% c'est-à-dire de votants sur 100 inscrits.
Disons qu'il y a 100 personnes qui sont inscrites, c'est 5,95, donc on amène ça à 6. FCBE, c'est 1,72, ça fait 2. Mouel Bénin, c'est 0,44, ça fait 1, on arrondit à 1. UPR, c'est 15, BS, c'est 14. Ça doit nous interpeller. Il faudrait qu'on améliore ça. Il faut même qu'on criminalise même le fait de ne pas aller voter. Vous, Français, ça ne vous préoccupe pas? Vous voulez juste respirer l'oxygène du Bénin, et manger au Bénin, dire je suis béninois. Mais quand il s'agit d'aller honorer le Bénin, d'aller honorer le drapeau, vous restez chez vous. Au Corvi ira voter. Et il y en a qui ont le toupet de dire, oh, mais pourquoi il a dit ça publiquement? Vous voulez que je dise ça où? Comment je vais vous joindre, vous, pour vous le dire? Vous ne savez pas que, en dépit de tout ce qu'on fait, télé, autre et tout, les réseaux sociaux, mes audios, mais sont plus écoutés que la plupart des émissions de toute télé, même réunies au Bénin. Ah ben, dès que vous avez fait un message, oh, les Béninois, ils aiment ça, c'est leur sport favori, ça. Ils se le partagent comme du petit pain. Donc oui, c'est d'ailleurs pour ça que parfois, je trouve que il faut que je félicite et je célèbre celui qui a fabriqué WhatsApp. Dès que vous avez fait un audio, en 2 minutes, presque, par l'effet des transferts, tout le pays a déjà reçu. Non, il faut que les Béninois comprennent que ce n'est pas bien. Il faut qu'on reprenne le chemin des urnes. Nous sommes la veille de l'élection présidentielle de 2026. Dr Bertin Corvi, deux candidats sont déjà en lice. Vous avez récemment rencontré celui de la FCBE. Dites-nous, quel était le bien fondé de cette rencontre? Mais on va à l'élection, on a 2 candidats. Mais tout le monde chante, oh, tel a déjà gagné, tel a déjà gagné, tel a déjà gagné. Vous croyez que c'est honorable pour notre pays? Et ça vous dérange? Mais c'est mauvais pour notre image. Mais diantre, vous avez... Enfin, qu'est-ce que vous comprenez de la politique? Je veux bien qu'on gagne, mais qu'on gagne avec la manière. Vous voulez qu'on dise un cheval veut faire la course et l'autre a un âne. Si le cheval gagne, là, vous serez fier de ça? Je suis allé demander à Paul Rompé. Et vous pouvez aller lui poser la question. Hein. J'ai dit, la qualité de notre élection du 12 avril dépendra de toi. Si tu n'en as pas les moyens, je suis prêt à payer des passages pour toi à la télé, sur les plateaux, pour que tu commences pas à t'exprimer. Parce que c'est une compétition. Ce n'est pas un seul candidat. Et Dieu merci, ben, vous avez vu que ils sont nombreux maintenant à aller lui rendre visite. Ce qui n'est pas mauvais. Cela n'empêche pas, j'aime mon candidat, Romuald Wadaye. Mais ce n'est pas, c'est-à-dire, c'est pas en dormant tout seul avec un candidat qui ne veut pas exister que sa victoire sera reconnue. Si ça ne vous préoccupe pas, vous, moi, ça me préoccupe. Vous savez pourquoi ça me préoccupe? À 27 ans déjà, je m'intéressais déjà à la politique. Et conseiller d'un président, j'ai vu comment l'image, la compétition est importante même que la victoire. Donc c'était capital. Par contre, et ça je vous le concède, d'habitude, les membres du Bloc républicain me connaissent pour ça, quand je réfléchis, est-ce qualité Corvi, je signe toujours président de l'Alliance Iroko. Mais cette fois-ci, peut-être dans la précipitation, j'ai signé de mon titre ronflant de conseiller à la stratégie du président du Bloc républicain. Ce qui malheureusement l'engageait lui. Et ça, c'est une faute. Et je m'en suis expliqué. J'ai présenté mes excuses au Bloc républicain et je les ai remerciés de m'avoir suspendu parce que je crois que j'ai des livres en retard à lire et je ne me préoccupe plus de tout ce qui arrive au Bloc républicain au jour le jour. Donc, bref, oui, je suis allé voir Paul Rompé et je vous demande, vous, d'aller lui rendre visite aussi. Allez diantre le cogner même qu'il s'exprime. Qu'on sente qu'il y a un autre candidat. On est à 2 mois jour pour jour. Et aux autres, alors qu'il se passe au genou. Maintenant, comment est-ce que vous interprétez ce silence-là? J'en sais rien, ne me posez pas, je ne vais pas parler. Mais vous êtes un acteur politique. Non, allez leur tendre le micro.
Mais quand vous étiez parti le voir, vous l'aviez rencontré, quelle était justement la substance de vos échanges? Ce n'est pas important. Mais je lui ai posé quand même une question fondamentale. Je lui ai dit, est-ce que tu veux être président? Je ne vous dirai pas ce qu'il m'a répondu. Ça, c'est quand je lui ai posé la question. Il ne le voulait pas. Et je vous ai dit, je ne vais pas vous répondre. Je lui ai posé la question. Autre chose, je lui ai dit, il faut que tu te battes pour avoir au moins 30% du suffrage et que peut-être nous voyons comment est-ce que c'est le président qui a dit on ne doit pas avoir d'opposition dans ce pays. Donc quand tu auras perdu l'élection, peut-être que tu seras membre du gouvernement puisque tu auras fait un score honorable. Donc travaille. Il sera membre du gouvernement. J'en sais rien. Moi, je vous dis ce que je lui ai dit. Qu'il fasse un score honorable. Mais attendez, si on a un score où Paul Ronquet a 2% ou bien 1%, pendant que l'autre a 99%. Tous ceux qui croient en lui, parce qu'il y a quand même des gens qui croient en lui, ils vont faire quoi? Qui va les associer à quoi que ce soit? Or, le président Talon a dit qu'on doit travailler ensemble. Donc, même Paul Ronquet là doit être associé à la gouvernance. Du reste, c'est ce que je crois, m'inspirant des propos du chef de l'État. Donc oui, je suis allé lui dire, la crédibilité de cette élection dépend de toi et de ta responsabilité. Pour que les Béninois sortent. À la veille des élections. Pourquoi ne pas le faire depuis quand le duo candidat a été présenté? Pourquoi vous avez choisi ce moment? Vous m'amusez bien, vous. J'ai passé mon temps à faire la campagne de mon candidat. Et je suis passé par Mon Ekoto. Mais c'est que je ne vois rien du côté de Paul Ronquet. Il a disparu presque. Mais ça m'inquiète. Au fait, vous savez, ça n'inquiète pas certains parce qu'ils se disent, Paul Ronquet inexistant, bon, on gagne, on gagne. Et moi, j'aime gagner dans un peu de difficulté. Il faut qu'on sente qu'on s'est battu quand même. Vous savez bien que Paul Ronquet ne peut pas battre Wadayi. Nous sommes trop nombreux à l'aimer. Il a trop d'avantages à son actif. Il a le bilan de talent qui lui est favorable. Il a ceci. Mais ça ne suffit pas. Mais vous entendez même d'autres dire, ne faisons même plus d'élection. Il a déjà gagné. Gardons l'argent. Vous croyez que c'est une bonne image ça pour notre pays? Est-ce que le président Talon même sera content de remettre le pouvoir à quelqu'un qui aurait gagné sans compétition? Je peux me tromper, hein? Mais moi, c'est l'analyse qui justifie d'avoir fait ma démarche. Et je ne regrette pas. Parce que j'ai commencé par voir, on dirait que Paul Ronquet aussi a pris un peu du poil de la bête. Et je vois ces photos avec de larges souris. C'est pas mauvais. Allez lui tendre votre micro. Alors, docteur Bertrand Corby, vous avez spécialement rencontré Paul Ronquet. Vous avez échangé avec lui. Mais à quand la rencontre avec le duo de la mouvance? Nous allons organiser cela. Est-ce que le duo de la mouvance est déjà prêt à de telles activités? Rien n'est moins sûr. Mais je suis en train de faire les démarches. Attendez, c'est mon ami. Hein. Je peux le rencontrer en tant que Wadayi. Mais est-ce qu'il est prêt à être rencontré en tant que candidat? Et cette période-là viendra. Et je vais vous avertir, on ira ensemble. Mais Paul Ronquet était prêt quand vous l'aviez rencontré, c'est ce que vous voulez dire? Mais Paul Ronquet était tout heureux. Vous savez bien que j'ai passé... C'était la première fois que j'ai vu Paul Ronquet de vision de toute ma vie. Je le vois à la télé, mais c'était la première fois qu'on se rencontrait comme ça. Il était tout heureux. Il m'a même dit ce qu'il me reprochait parce que il était presque mon souffre-douleur. J'aimais bien le taquiner, pas méchamment, hein, mais bon, comme ça m'amusait bien, c'était aussi pour le faire de la publicité. Ben bon, comme les gens ont commencé par sortir mes vidéos qui datent d'1 an, qu'ils réactualisent. C'est d'ailleurs entre autres pour ça que je suis allé le voir pour lui dire, mais écoute, ce n'est pas maintenant que cette vidéo-là est sortie. Dès qu'ils ont fait leur flop à la dernière élection du 11, nombreux sont allés sortir une vidéo qui date déjà de 9 mois que j'ai fait sur Matin Libre, mais qu'ils partagent partout, comme c'est maintenant que je m'exprimais. Alors que, et les Béninois sont coutumés de cela. Ils veulent critiquer quelqu'un d'autre, ils ne le diront pas. Ils veulent trouver quelqu'un d'autre pour passer leur message. Je suis allé dire, cette vidéo est vieille, mais commence pas à travailler pour que les Béninois sachent que toi aussi tu es candidat. Maintenant, il ne fait pas tout. Il a son agenda.
D'accord, docteur. Alors, il y a une autre qui a circulé, une autre faisant, vous l'avez souligné tout à l'heure, objet de suspension, de votre suspension, voilà, du parti de la mouvance Bloc républicain. Et quelques instants après, on vous a vu à travers une vidéo relancer les activités de votre mouvement, la dynamique talent continue. Pourquoi cette relance juste après votre suspension? Non, je n'ai pas encore relancé les activités. C'est une vieille vidéo que vous avez vue. J'ai fait par contre une vidéo présentant mes excuses, reconnaissant qu'effectivement, pour un tel message, il ne fallait pas signer au nom du parti. Puisque je ne sais pas s'ils sont nombreux à comprendre ce que je dis dans le parti aussi. C'est aussi ça une autre question. Donc, il ne faut pas signer en leur nom si on ne s'est pas entendu sur le contenu de mon message. Ça, c'est un. Par contre, c'est depuis le 5 septembre que j'ai commencé déjà, j'ai relancé la dynamique talent continu avec Wadaï. Sinon, c'était la dynamique talent continu avec Talon. Puisque je voulais que Talon ait un autre mandat. Il a dit non. Et donc, quand il nous a proposé un candidat que les partis ont accepté, j'ai dit, bon, faisons connaître ce candidat-là. Ce que j'ai déjà fait, surtout dans les milieux paysans, et le parti, si ça vous intéresse, bon, à un moment donné, a trouvé que ça faisait un peu désordre, que je sois d'un parti et que je dirige un mouvement qui fasse la promotion d'un candidat, même si le candidat a reçu son parrainage du parti. Ce qui a fait que j'ai suspendu ces activités-là. Maintenant que Dieu a fait que je suis suspendu, je vais relancer les activités. C'est pas un cas de souhait, mais de tout malheur naît toujours un bien quand vous êtes croyant. On dit toutes choses concourent au bien de ceux qui sont appelés au dessein de Dieu. Romains 8, verset 28. Donc moi, je suis très heureux. Et pour votre information, je suis suspendu pour 1 an. Ah bon? À la décision finale est sortie. Pour 1 an. Et mieux encore, il a été ajouté que je ne peux même pas être nommé à une position dans le parti pour 3 ans. C'est-à-dire, la première année, je ne peux pas faire d'activité avec le parti. Les deux ans après la fin de la suspension, je serai là juste pour, c'est-à-dire coller les affiches au mur ou bien applaudir les autres. Et moi, je prends ça avec... Mais la décision est sortie quand? On n'est pas venu ici pour ça. Non. La décision m'a été notifiée hier et j'ai vu qu'elle a été signée le 7 par le président du parti. Ça ne me dit rien du tout. Vous savez, moi... Non, mais comment est-ce que vous vous sentez? Mais je me sens bien. Vous voulez que je me sente comment? Ce n'est pas le BR qui fait ma promotion. Moi, je me sens bien. Tous mes amis du BR restent mes amis. À la limite que le BR ne nous lie plus, c'est tout. J'ai aucun problème avec personne dans le BR. D'accord. Ok, attends. C'est moi qui portais le BR comme une bosse sur le dos. Je suis déchargé et je n'ai jamais été aussi heureux depuis que je n'ai plus à me préoccuper d'un parti. Ah bon? Je vous dis, la main sur le cœur, je n'ai jamais été aussi libre. Parce que j'ai porté ce parti-là comme le bossu porte sa bosse. Donc, moi, la vie continue. Mais maintenant, qu'est-ce que vous projetez? Travailler avec la dynamique talent continue avec Romain Wadaï? Cela va de soi. Je le fais déjà depuis. Et moi, j'ai connu le BR. Je soutenais déjà le président Patrice Talon. Avant de dire, je peux apporter mon expertise au BR. Ce qui leur manquait, je crois que je l'avais. Je continue de soutenir le président Patrice Talon. On a un candidat qui est là. Si demain, Ablaye Biotchane, Kouvi, tu es où, mon frère? Viens. En tant que grand frère, petit frère, on se voit. Mais c'est le BR qu'on n'a plus en commun. Et je dis, je ne regrette rien. Parce que si vous écoutez ce qu'on me reproche, dans le fond, je l'assume encore. Maintenant, je vous ai dit, je regrette moi-même d'avoir signé S qualité tant de BR. C'est tout. Donc, la vie continue. Ils ont joué leur rôle. S'ils ne l'avaient pas fait, ça aurait été une faute politique. Et d'ailleurs, quand j'entrais dans le BR,
Et le président Blaise Biachane se souviendra, je lui ai dit qu'entre UPR et BR, j'ai choisi BR parce que le BR a sanctionné le ministre Abibola qui avait fait une faute. Bon, moi, si j'ai fait une faute, on m'a sanctionné. Ça montre que c'est un parti vivant qui suit des règles. D'accord. On va aborder un autre aspect de cette émission, Dr Bertin Corvi. La campagne de commercialisation des noix de cajou est désormais lancée. Le prix d'achat n'est plus fixé par l'État, mais régi par les mécanismes du marché avec une interdiction stricte d'exportation des noix brutes afin de favoriser la transformation locale. Vous qui défendez les producteurs, que pensez-vous de cette décision? C'est plutôt une très bonne décision. Ce que je demandais depuis, il faut que le marché décide du prix. L'offre et la demande décident du prix. Je voudrais plutôt parler ici aux commerçants. Le cajou, c'est notre richesse. Bientôt les Nigérians, bientôt les Togolais viendront au Bénin. Pourquoi? Parce que la qualité du cajou du Bénin, sa qualité est meilleure à la qualité du cajou et du Togo et du Nigeria et du Burkina. Notre sol est le soleil, enfin il y a un écosystème ici. Donc pour rien au monde, ne vendez notre cajou vers l'extérieur. Parce que quand la douane va vous arrêter, je ne répondrai pas à vos appels. Il n'y a plus celui-là qui ne sait pas aujourd'hui que c'est prohibé la vente de cajou vers l'extérieur. Si hier vous ne saviez pas, aujourd'hui, vous le savez. Aussi, si vous devez déplacer votre cajou d'un point A à un point B, prenez la peine d'aller vers la police, les en informer. Ne venez pas nous mentir ici parce que la plupart de vous mentez après quand on vérifie. Oh, je voulais déplacer d'un magasin à un autre. C'est des menteurs, malheureusement. Quand vous faites des enquêtes, vous vous rendez compte que c'était du trafic. Vous n'aurez pas Covid derrière vous. Je suis trop occupé à faire gagner les élections à mon candidat Romuald Wadaï. Et comme je demande à Hongpa aussi de commencer par sortir, donc il y aura une concurrence. Ce serait du djadja, quoi. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez réellement que c'est une réelle opportunité pour améliorer les revenus des producteurs? Je le crois. Mais il faudrait que les producteurs ne soient pas pressés. Il faudrait qu'ils s'organisent eux-mêmes. Et s'organisant, ils peuvent vraiment jouer sur le prix. Il ne faut pas qu'ils soient pressés, que d'aucuns soient prêts à vendre ça à 300, d'autres à 250, d'autres à 500. Il faut que les paysans se mettent ensemble. Et je peux, en la matière, vous aider. Je n'attends rien de vous, mais je peux vous aider à vous constituer en force pour négocier avec les industriels. Alors, ne soyez pas pressés, ils ont besoin de vous. Si vous décidez de garder votre cajou jusqu'à ce qu'ils améliorent le prix, ils vont le faire. D'accord. Comment garantir, selon vous, une campagne apaisée, prospère pour tous les acteurs de la filière? Nous venons d'en parler tout de suite. Que nos parents ne cherchent pas à vendre leur cajou par fraude, parce que si le prix est intérieur à 500, le trafiquant qui vient va dire il le veut à 550, bien à 600, parce qu'il sait que la qualité de notre cajou est meilleure. Donc, il ne faudrait pas que les nôtres croient que ces 50 francs qu'on leur donne là valent réellement le risque qu'ils courent. Parce que quand on t'arrête, tu perds tout. Tu veux gagner 50 francs et tu perds 500 francs. Il vaut mieux gagner les 500. Et puis, en vendant au Bénin, vous permettez de faire la route, de faire les hôpitaux, l'eau potable, l'école, etc. Et vous permettez d'avoir d'emploi pour nos jeunes. Vendez votre cajou au Bénin. Alors, Dr Bertin Corvi, le gouvernement a lancé l'opération d'enregistrement des conducteurs de taxi, moto et de tricycles. Quelles raisons, selon vous, peuvent motiver une telle décision? L'enregistrement permet d'identifier chacun. Vous voyez un Zémignan qui fait accident et qui court, qui fuit. Si quelqu'un a eu le temps de lire le numéro qui est sur son dos, mais il pourra dire c'est telle personne, pourra l'identifier. Pour la sécurité, c'est utile. Le reste, j'en sais rien. Alors, selon vous, est-ce que vous pensez que les tricycles aussi, les enregistrer aussi, c'est une bonne chose? Mais les tricycles sont des machines à tuer. Oui. Je connais particulièrement quelqu'un, enfin plusieurs personnes, ou au moins une personne, qui a été cognée de dos par un tricycle. Ce n'est pas l'avant. Au fait, ils oublient que
Les tricycles ont un truc de prise de charge qui vient cogner. Cette pauvre fille, à 25 ans, est morte. Sa tête a tapé le sol. Elle est morte. Elle est d'Apla, avec l'aide de Dobo, mais elle était à l'hôpital à Apla. On a tout fait. Malheureusement, l'opération faite n'a pas donné les fruits. Elle est morte. Je crois que les gens de tricycle doivent aller passer un permis spécial. Il faut le permis tel que c'est passé là. Non. Posez la question, il y a trop d'accidents par tricycle. Parce qu'ils croient que c'est un danger. Ils ne se préoccupent de l'avant. Or, le danger est derrière. Donc, c'est une bonne chose. Mais au-delà de les enregistrer, il faut qu'on leur fasse passer de formation pour s'assurer qu'ils ne vont pas continuer de tuer nos populations. D'accord, docteur. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Votre message à l'endroit de la population béninoise? Chers compatriotes, une élection présidentielle n'est pas une question de parti et de candidats. Les partis peuvent donner, et l'ont fait, ont donné leur parrainage. Mais c'est une relation, un homme et son peuple. Vous avez Paul Hongpin, vous avez Romuald Wadaye. Je ne vous dirai pas aujourd'hui, parce que l'heure de la campagne n'est pas encore venue, de choisir pour tel ou bien pour tel autre. Mais vous avez le devoir de sortir, aller manifester votre suffrage. C'est un devoir historique. C'est une obligation. Ne pas le faire, c'est pécher contre son pays. Et surtout vous, les primo-votants. Ceux qui votent pour la première fois, vous faites au moins 30% de l'électorat. Et c'est vous souvent qui êtes sur TikTok. Oh, la politique ne m'intéresse pas. La politique ne m'intéresse pas. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut que le peuple sorte. Et ici, je veux demander à chacun, surtout aux médias, commencez par sensibiliser nos populations à leurs responsabilités. Chaque Béninois doit aller exprimer son suffrage le 12 avril prochain pour le bonheur de nous tous. D'accord. Merci beaucoup, docteur. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Amis internautes, merci pour votre aimable attention. Merci de nous avoir suivis. Stop et fin de cette émission et à très bientôt.